Des marchés qui poursuivent ou qui reprennent leur marche en avant pour les marchés européens. On va en parler avec Marc Daguerre qui est avec nous en plateau, le PDG de DT Expert. Bonjour Marc. Bonjour Grégoire. Oui, au cœur de l'été, on est quoi le 7 août 2018. La volatilité du marché américain est quasiment sur des plus bas historiques. Oui. Le S&P 500 pas loin de renouer avec son plus haut historique. Le Nasdaq au top. Oui. Tout va bien. Alors, c'est une lecture possible hein, que je vous propose, mais c'est une lecture tout à fait envisageable. Tout va bien d'un côté. Je pense qu'on peut aussi dire que les gens sont un peu en vacances. Ouais. Hein, donc l'un dans l'autre. Ce qui est très intéressant à relever, c'est que si on regarde les dernières années, et on en parlait tout à l'heure ensemble, les mois d'août sont pas forcément les plus calmes en termes de mouvement de marché. C'est souvent les plus calmes en termes de volume, forcément, parfois en termes de volatilité, comme là c'est le cas. En revanche, c'est pas forcément ceux dans lesquels il y a le moins de choses à faire. Ouais. Et là, le fait qu'il y ait moins d'investisseurs présents et moins de volume va faire que peu d'investisseurs vont avoir plus d'influence dans le sens du marché. Et nous, évidemment, ce qui nous intéresse en termes de trading ou de gestion, c'est de réussir à faire des bons coups et donc à prendre position sur des valeurs qui vont avoir un potentiel de hausse ou de baisse intéressant. Et là, vous parliez effectivement d'Atos tout à l'heure, ouais. ou d'un rebond alors que on a juste une petite accalmie au niveau des tensions commerciales. On a quand même eu ce matin des nouvelles qui au sujet de tout ce qui tourne autour de l'Iran, qui sont pas forcément des nouvelles extrêmement positives, mais voilà, les marchés ne semblent pas pour l'instant vouloir en tenir compte. Et depuis un moment, on voit que les drivers de marché sont assez particuliers et que parfois des nouvelles qu'on pense être mauvaises n'apportent pas forcément des secousses comme on peut les attendre en fait. Moi, je sens un grand décalage entre ce qu'on raconte autour de ce plateau et le sentiment, les préoccupations que les gérants viennent relayer. C'est-à-dire que on passe quand même beaucoup de temps à faire la liste des risques, à parler de Donald Trump, la guerre commerciale, on fait le point tous les jours sur ce qui se passe, la géopolitique, avec là aussi une pression et un agenda de l'administration américaine qui met une pression très très forte sur des pays, alors l'Iran, la Turquie également. On parle de l'Italie, on parle du Brexit, et encore une fois, alors je parlais du marché américain, mais on peut regarder aussi le marché parisien, le CAC 40 qui revient, alors après un mois de juillet quand même, on a pris 3-4% sans le voir venir d'une certaine manière, et le CAC revient à plus de 5520 points. Alors, ces drivers dont vous parlez, qu'est-ce que ça veut dire, Marc? C'est des drivers essentiellement techniques qui font fi un petit peu justement du discours ambiant très très méfiant. Alors, il y a des... enfin, moi, honnêtement, j'ai ma partie, à moi, ma spécificité qui reste une partie technique, et qui est, quel que soit d'ailleurs le contexte fondamental, celle que je regarde. Donc aujourd'hui, oui, ces drivers techniques, on a l'avantage qu'ils fonctionnent quelle que soit finalement la tendance globale et le contexte. Il faut pas oublier malgré tout toujours qu'il y a aussi des flux de capitaux qui existent, que les gens, bon an, mal an, doivent bien savoir comment gérer cet argent et que l'argent continue malgré tout de circuler. Et aujourd'hui, techniquement parlant, vous l'avez dit, peut-être que le S&P va faire à nouveau un plus haut. On a des marchés américains qui nous avaient créé des frayeurs début 2018 et qui finalement sont revenus, là encore, peut-être de façon un petit peu poussive, mais malgré tout, sont revenus dans une tendance haussière. Et on a même maintenant des indices européens qui commencent à vouloir rattraper un petit peu leur retard. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure sur le CAC ou même éventuellement sur le DAX, un potentiel de hausse qui nous semble encore aujourd'hui tout à fait envisageable. Oui, c'est ça, j'allais dire, il y a encore techniquement une configuration qui laisse penser que oui, le mouvement de hausse peut se prolonger, parce que, je le disais, on revient de plus 3, plus 4% déjà sur le mois de juillet, donc évidemment la question immédiate c'est, est-ce que ça n'a pas déjà été joué? Non, techniquement, il y a de la place pour continuer de progresser sur nos indices européens. Aujourd'hui, techniquement, il y a de la place pour continuer à envisager la hausse, et je dirais encore une fois même que c'est vrai que vous l'avez dit, les gens sont toujours un peu craintifs, on n'arrête pas d'essayer de parler des prochains risques, et on entend parler même parfois de bulles, c'est pas possible, on a des PER parfois qui sont très élevés, etc.
mais les marchés continuent de monter. Aujourd'hui, je continue de penser qu'il y a plus de risques à essayer de ce qu'on appelle chez nous shorter un top qui n'arrive pas, que de continuer à suivre la tendance tant qu'elle nous semble encore rester positive. Maintenant, il est évident que on est un peu quand même dans une période de ce que j'appelle de stock picking, où il faut quand même faire attention pour ceux qui jouent les actions, en tout cas, pas les indices, et d'essayer de faire un peu de cas par cas, parce que certaines valeurs n'ont pas forcément un potentiel de hausse aussi certain que peuvent en avoir d'autres. Faire parfois aussi une différenciation peut-être sectorielle, comme vous l'avez dit, en fonction de ce qui pourrait se passer. On sait que selon les nouvelles fondamentales qui vont arriver, que ce soit à chaque fois qu'on a vu la guerre commerciale repoindre son nez, au début, on avait les valeurs matières premières très impactées, on a notamment les métallurgiques, on le voyait très bien, que ce soit ArcelorMittal, Eramet ou même parfois Aperam. Et puis, encore une fois, là, une petite nouvelle par-ci, une petite nouvelle par-là. Ça, ou même l'absence de nouvelles sur le front de la guerre commerciale suffit à faire du +3 sur ArcelorMittal. À redonner de la confiance, exactement. C'est exactement comme vous dites, c'est pas qu'il y a forcément une bonne nouvelle, mais c'est qu'il n'y a plus de mauvaises nouvelles ou qu'il y a une accalmie sur la tension, et là d'un seul coup le marché reprend un petit peu de souffle et d'espoir en fait. Voilà. Bon, les indices européens qui restent bien orientés, on le voit encore aujourd'hui avec une séance positive pour les marchés européens, Wall Street également. On avait un gros rebond aussi des marchés asiatiques, des marchés chinois notamment ce matin, enfin la même logique, absence de nouvelles ou absence de mauvaises nouvelles sur le front de la guerre commerciale, et on voit tout de suite des indices chinois alors qui avaient fortement baissé quand même, de plus de 20%, qui rebondissent de 2-3% sur une séance. Oui, ça vient après une baisse de plus de 20%. Donc c'est pas encore suffisamment significatif. Non. Techniquement, quand on a perdu autant, on n'est pas encore du tout dans un rebond qui va nous permettre de se dire peut-être que ce n'est pas un rebond mais un retournement. Mais en tout cas, effectivement, il y a aujourd'hui encore un potentiel de hausse qui nous semble toujours valable. Est-ce qu'il y a, alors sur les actifs qu'on suit également, les grandes classes d'actifs, les devises, les matières premières, alors sur l'euro-dollar, est-ce qu'il y a quelque chose à signaler de particulier, Marc? On notait hier quand même que l'euro-dollar était revenu sur ses plus bas de l'année, autour de 1,1550, peut-être même un petit peu en dessous. Bon, on voit qu'on repart plutôt à la hausse sur l'euro-dollar aujourd'hui. Alors à court terme, oui, on repart un peu à la hausse. Maintenant, à plus long terme, même à moyen terme, graphiquement, l'euro-dollar reste pour nous un graphique baissier. C'est-à-dire qu'on a eu une assez violente vague de baisse qui nous a ramené sur les niveaux bas auxquels on est actuellement. Mais on est rentré dans ce qu'on appelle une phase de temporisation, c'est-à-dire qu'après une première baisse, le graphique reprend un peu son souffle. Il le reprend à l'intérieur d'un triangle qui n'a pas énormément de momentum, et on continue de penser, nous, que le graphique de l'euro-dollar devrait rester baissier, donc que le dollar devrait à nouveau reprendre du poil de la bête face à l'euro, d'un point de vue en tout cas technique. C'est ce que nous on prévoit. Ouais, donc tendance toujours baissière sur l'euro-dollar. À moyen terme, oui. Ouais, là, il peut encore y avoir, comme vous l'avez dit aujourd'hui, un rebond. Non, mais bien sûr. Il y a des respirations, il y a ce niveau dont vous parlez assez fort sur lequel qu'on n'arrive pas encore à enfoncer, mais j'ai quand même plus tendance à croire qu'il va finir par casser et qu'on va revoir une nouvelle vague de baisse arriver avant la fin de l'année, oui. On se souvient, on a vu un 0,5 sur l'euro-dollar, c'était début 2017. Voilà. Avant le grand retournement qui a ramené l'euro-dollar à 1,25. Donc là, ça nous ramène début 2018. Et là, on est reparti à la baisse, effectivement, depuis plusieurs mois, jusqu'à redescendre à 1,15. Justement, ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, et pour le coup, là, pour un peu prêcher ma paroisse, parce qu'il faut bien le faire de temps en temps, c'est 1,05 et c'est 1,25-26 correspondent exactement, si vous tracez un canal baissier depuis 2008, un large canal baissier de long terme sur l'euro-dollar, ces deux niveaux correspondent à la fois à la borne inférieure du canal et la borne supérieure du canal. Donc encore une fois, est-ce que l'indice technique fonctionne parce que les gens la regardent, ou est-ce que les gens la regardent parce qu'elle fonctionne, qu'importe, mais ces deux niveaux correspondent à des points clés d'un point de vue graphique sur ce qu'on appelle notre canal. Et je me souviens très bien, puisqu'on se voyait encore à l'époque, qu'on se posait la question sur l'euro-dollar, est-ce qu'on va atteindre, comme le disaient certains indices, cette fameuse parité absolue de 1 pour 1 Eh bien, finalement, c'est le canal qui a prévalu sur cet objectif un peu psychologique.
sûr. où les gens se disaient maintenant qu'on est à 1,05, pourquoi pas atteindre. Pourquoi s'arrêter là? Mais bien sûr. Voilà, pourquoi ne pas aller jusqu'à il y avait un côté un peu marketing, hein, bien sûr. Complètement. Ouais. Et finalement, non, on est reparti jusqu'à 1,25, 1,26, et là, on est à nouveau dans une phase baissière. Avec 1,16 sur l'euro-dollar, donc on respire un petit peu, mais c'est vrai qu'hier l'euro-dollar était retombé sur les plus bas de l'année. Restez avec nous, Marc, on aura peut-être l'occasion de dire un mot du pétrole également, mais on poursuit notre tour d'horizon de l'actualité du jour sur les marchés avec Frédéric Rosier qui nous rejoint par téléphone, gestionnaire de portefeuille chez Mirabeau et compagnie à Paris. Bonjour Frédéric. Bonjour. Le cas Atos, que peut-on dire d'Atos? Alors déjà le titre s'écroule quand même littéralement aujourd'hui dans une séance positive puisqu'on gagne 1% sur les actions européennes. Atos chute au moment où on se parle de plus de 10%. Frédéric. Oui, effectivement, issu notamment d'une note qui a été publiée par Crédit Suisse, assez étonnante d'ailleurs cette note, puisqu'elle parle plusieurs fois d'arrangements financiers. Alors on expliquera plus tard effectivement ce qu'ils entendent par là, mais cette note arrive 15 jours après la publication, alors que le même analyste était neutre avec un objectif de cours à 117, et tout d'un coup un petit réveil et on la dégrade de 37 euros. Alors que dit cette analyse? Cette analyse revient notamment sur les méthodes comptables. Alors il faut le savoir, Atos passe sur ce qu'on appelle les normes IFRS 15, puisque lorsque vous avez une activité comme le SS2I, vous mettez en haut dans les flux financiers les contrats signés. Et la nouvelle méthodologie, effectivement, fait que ce qu'on appelle le free cash flow serait inférieur à ce qu'on a connu par le passé. Alors c'est purement comptable. Je vois beaucoup de questions par rapport à ça. Qu'est-ce que l'analyste entend par arrangement financier? C'est juste la méthodologie comptable qui est utilisée par bon nombre de sociétés sur l'intégration justement de ces contrats au sein du calcul du free cash flow. Donc il y a rien de très important. Par contre, le timing, pour le coup, le 7 août, séance très creuse, avec des mots aussi forts, en tout cas qui pourraient être ressentis aussi forts, avec Atos aux abonnés absents. Je vous avouerai que beaucoup d'analystes ont essayé de joindre Atos. Personne, pour le coup. Je suis assez étonné. On rigole, mais c'est pas drôle du tout. Non, parce que déjà, il y a personne pour acheter le titre. C'est un titre qui était déjà en souffrance, dans un secteur en souffrance. Donc là, c'est moins 11%. Je caricature un peu, mais vous êtes en train de nous dire c'est un analyste qui vient de découvrir les effets liés au changement de méthodologie comptable chez Atos. Exactement. C'est exactement ça. Voilà, mais j'en ai discuté avec plusieurs analystes. Je lui ai dit mais c'est ce genre d'analyse, on aurait pu la faire il y a un mois, il y a 6 mois, il y a un an. Il y a rien de révolutionnaire. Alors ça tombe dans un marché creux. On a interrogé un peu là sur la place. Ce sont surtout les anglo-saxons qui vendent tout de suite. C'est quand vous avez des mots comme ça. Voilà, on applique un peu une forme de parce qu'on dit méthodologie comptable en français, mais dans la note version anglaise, c'est écrit financial arrangements. Oui, c'est ça. Voilà. Non, mais voilà. Ça peut ouvrir effectivement le sentiment à quelque chose de pas très clair. Voilà, alors que ça n'est pas le cas. C'est absolument pas le cas, et je trouve assez regrettable. Je vous avouerai que, alors que bien sûr une société ne doit pas commenter toutes les notes d'analyste, mais quand il y a un impact aussi important, je pense qu'il serait de bon ton quand même de faire un petit communiqué et rappeler un petit peu quelle était la méthode comptable appliquée, et que voilà, tout était dans les rapports. D'ailleurs, si vous consultez les rapports lors de la publication, tout était écrit, tout était net, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Au-delà de ça, Frédéric, alors pour aller un peu dans le sens quand même de l'analyse de Crédit Suisse, j'ai l'impression quand même que quand bien même il est un peu à côté de la plaque, ça montre quand même que le marché est très très sensible au dossier Atos aujourd'hui, parce que la baisse du titre Atos, elle n'a pas commencé aujourd'hui, Frédéric. Déjà les résultats de fin juillet, les résultats de fin juillet étaient déjà quand même très très difficiles à digérer. Oui, alors déjà Atos avait une problématique en termes de croissance, c'est un peu historique. Alors ils avaient renoué un petit peu avec une croissance organique, mais on l'a vu aussi, Capgemini a marqué un peu le pas. Il faut rappeler aussi la progression du titre ces dernières années. C'est un titre qui avait quand même bien progressé. Donc là, depuis quelques semaines, quelques mois, il y a un petit arrêt net, c'est clair. Voilà, mais c'est vrai que
pour le coup, il y avait beaucoup de questionnements justement par rapport à cette méthodologie comptable. Est-ce que oui ou non, Atos était capable de générer suffisamment de free cash flow par rapport à ce qui a été énoncé dans les guidance encore le 23 juillet. Donc voilà, il y avait des questionnements, mais je répète, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Simplement, c'est un problème de warning dans un marché excessivement creux. Bon, effectivement, et ça donne une sanction très très lourde pour le titre Atos. Restez avec nous, Frédéric, si vous le pouvez. Juste un commentaire, Marc Daguerre en plateau à mes côtés, le PDG de DT Expert, sur alors le cas Atos. Quand un titre chute comme ça, plus de 20% de baisse en 3 semaines. Là. Oui. Alors justement, la réflexion que je voulais amener là-dessus, elle est là encore très intéressante par rapport à ma discipline. Quand on regarde des graphiques et qu'on donne des perspectives d'évolution du graphique, qu'elle soit à la hausse ou à la baisse, ces évolutions-là vont être d'une manière ou d'une autre corrélées à des données fondamentales. Donc Frédéric, là, dont c'est le travail, lui va regarder ces données fondamentales, et nous on va regarder les données techniques. Rien ne disait, attention, parce qu'après les gens vont dire oui, c'est un peu facile, rien ne nous laissait dire, nous, que Atos allait aujourd'hui plonger d'autant, d'une dizaine de pourcents. Ouais. En revanche, ce qui nous semblait assez clair techniquement, c'est qu'on avait eu ce qu'on appelle une première vague de baisse assez violente, suivie d'un rebond un peu poussif, et il y a très souvent ce cas de figure, notamment quand on est sur des valeurs comme ça, qui arrivent sur des tops, comme c'était le cas pour Atos, qui était quand même sur un sommet assez important, où on a ce qu'on appelle des consolidations en ABC, qui sont assez violentes, où la vague C, qui est donc en train d'avoir lieu là peut-être plus vite, bien plus rapidement que n'a eu lieu la vague A, mais on a eu exactement un schéma technique tout à fait exemplaire sur ce titre-là, ce qui ne veut évidemment pas dire que l'analyse technique pouvait prévoir une note d'analyse, etc., mais et non plus dans le timing que ça arriverait aussi vite, mais pour nous graphiquement c'est pas quelque chose d'incohérent, comme on l'avait vu sur Sodexo notamment, exactement le même cas de figure, où on avait une première vague de baisse importante et à la suite d'un rebond, vu qu'on venait d'un sommet assez fort, on s'était dit on va avoir certainement ce qu'on appelle une vague C à jouer, et ce qu'on avait joué, effectivement, on a eu une nouvelle vague importante vers le bas, et là sur Atos il y a exactement ce cas de figure, le rebond prenait forme dans une sorte de canal, de drapeau un peu poussif, et on sentait qu'il y allait avoir un craquage baissier. Bon, on pouvait pas s'attendre à ce qu'il ait eu lieu aussi vite en un coup. Non, mais graphiquement, il y a un schéma technique qui est cohérent là. Voilà, exactement. Bon, Atos, voilà, la victime du jour, le titre baisse de 10-11%. Frédéric, alors je balaye aussi parce qu'il y avait quand même encore quelques publications d'entreprises. On dit qu'il se passe rien. Bonduelle Villemorin, alors là c'est un peu le long short du jour. On vend Bonduelle -6 et on achète Villemorin +6. Oui, mais par contre, elles n'étaient pas en forme non plus avant cette publication. On parlait d'analyse graphique. Pour le coup, les petits pois n'ont pas la patate. Non. Pour le coup, Bonduelle sort une croissance organique très très faiblarde, puisqu'on est en organique à quasiment -2. Alors il y a sur l'activité justement petits pois. Pour le coup, ça c'est très 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 faiblard. Visiblement les récoltes. Et d'ailleurs, on voit bien dans les guidelines qui sont donnés par la société qui, au-delà des résultats qui sont moyens pour 2017-2018, c'est vraiment les guidance pour 2018-2019 qui sont pénalisés. Alors pour plusieurs raisons, la consommation, visiblement des négociations commerciales qui sont extrêmement fortes en ce moment, que ce soit aux États-Unis, également en Europe, puisque le chiffre d'affaires à peu près à parité entre ces deux zones, et bien sûr la période de culture qui a priori n'est pas de qualité. Donc on ajuste la croissance, la prévision de BPA 2018-19 en baisse de -2%, qui fait que le titre effectivement est clairement en souffrance. Bonduelle qui venait d'un plus haut historique en début d'année, donc là c'est un titre qui a bien chuté, effectivement, vous le disiez, -30% depuis le début de l'année pour le titre Bonduelle. Villemorin s'en sort mieux avec des tendances dans les semis liés aux grandes cultures, notamment qui repartent de manière assez dynamique sur le trimestre écoulé. Villemorin gagne 5,5% actuellement. Si vous voulez commenter, bien sûr, Frédéric. Puis je voulais qu'on dise un mot d'Unicredit aussi, quand même une des premières banques italiennes qui sort des bons chiffres en pleine restructuration. Oui, effectivement, puisque c'est une hausse sur Unicredit, une hausse assez significative du bénéfice net de 8% au deuxième trimestre, bien au-dessus d'ailleurs des attentes des analystes. On attendait 975 millions d'euros, on a plus d'1 milliard, donc c'est plutôt un bon résultat.
voilà, on voit bien que c'est une phase de recovery pour le coup. On sait que ça part de loin. C'était des vraies inquiétudes. D'ailleurs, on parle toujours vous savez, de restructuration dans le secteur. D'ailleurs, OPA ou pas OPA, on verra aussi les commerces. Voilà, et il y avait aussi des interrogations concernant notamment ce qu'on appelle les ratios de fonds durs propres, ce qu'on appelle le core tier 1 aussi. Là, c'est plutôt satisfaisant. On a 12,5 en légère baisse, comme quasiment l'ensemble des banques françaises, mais plutôt solide. Donc voilà, c'est une belle publication qui montre la force de la recovery et du management aussi d'Unicredit pour le coup. Donc, mais bien sûr, mais disons un mot de Jean-Pierre Mustier. Non, mais parce il commente évidemment la publication avec les analystes, le CEO d'Unicredit, Jean-Pierre Mustier. Donc on l'interroge sur le M&A, la croissance externe. Alors Unicredit donnera des éléments, des guidances peut-être sur des opportunités en matière de croissance externe à partir de 2019. Sauf que Mustier ajoute immédiatement, parce que évidemment il sait très bien ce que le marché attend, il dit tout de suite, en revanche, les fusions transfrontalières ont, de notre point de vue, une probabilité très très faible aujourd'hui. Ne retenez pas votre souffle, mesdames et messieurs les analystes. Voilà, on va pas parler de la Société Générale alors dans ce cas-là. Non, mais c'est pas un démenti. Alors, c'est un démenti sans être un démenti non plus. Non, mais ça serait une belle revanche, ça serait pourquoi pas. D'ailleurs, ça pourrait être un truc sympathique. Non, il faut forcer de constater quand même que c'est un secteur qui ne s'est pas concentré. Pour le coup, sur des valorisations, on le sait, extrêmement basses, historiquement basses, lorsqu'on regarde le price to book. Voilà, l'ensemble du secteur bancaire, je parle même pas du secteur allemand aussi, qui est quand même pas très très haut. Aucune concentration, quasiment aucune concentration transfrontalière. Donc c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir de l'opportunité de le faire. En tout cas, ça serait à mon avis fort probable que ça arrive incessamment sous peu quand même. Ah ouais, bon bah écoutez, intéressant, on va suivre ça. Non mais évidemment ce serait énorme si on avait un mouvement d'Unicredit, alors sur Société Générale ou sur Commerzbank. On est dans la pure spéculation aujourd'hui, il n'y a aucun élément qui nous permet de nous dire que ça se fera, si ce n'est qu'il y a effectivement une légitimité industrielle sans doute à voir ces groupes-là se rapprocher. Unicredit, plus 3,5% après sa publication du deuxième trimestre. Merci beaucoup Frédéric d'avoir été avec nous par téléphone. Frédéric Rosier, gestionnaire de portefeuille chez Mirabeau et compagnie à Paris. Et puis on citait Commerzbank qui a publié ses résultats aussi. Les résultats sont bons pour Commerzbank, si ce n'est que l'environnement de marché reste un peu compliqué, une intensité concurrentielle très très forte, et Commerzbank qui se montre un petit peu prudent sur les prochains mois en termes de prévisions financières. La banque allemande indique également que les charges annuelles liées à sa transformation seront un peu plus élevées que prévu, ce qui explique sans doute la baisse du titre Commerzbank cet après-midi, une baisse de plus de 1,5% à Francfort. Marc Daguerre, toujours avec nous en plateau, le PDG de DT Expert. Marc, pour finir, je vous propose peut-être de dire un mot du pétrole qui fait l'actualité parce qu'évidemment c'est le retour des sanctions américaines contre la République d'Iran à partir d'aujourd'hui. Tout ça avait été annoncé, préannoncé par Trump bien sûr, donc je ne sais pas si c'est une grosse surprise pour le marché aujourd'hui, sans doute pas, mais du coup ça nous amène à parler un peu du pétrole. Oui, il y a également l'Arabie Saoudite qui a dit qu'elle avait relativement baissé sa production, et d'un seul coup effectivement le pétrole reprend un peu de poil de la bête, les valeurs pétrolières également. Alors sur le pétrole, techniquement, là encore, on va rester haussier. On est toujours dans cette phase de correction depuis maintenant quelques mois, mais globalement, pour l'instant, correction par rapport, ou alors sur le Brent, $80 qu'on avait atteint, c'est ça, sur le Brent, et 75 sur le WTI. C'est ça, voilà. Donc depuis, on est dans une phase de correction qui est pas si violente que ça, eu égard à la hausse qui l'a précédée depuis le rebond qu'on avait. Alors maintenant, juste une chose quand même sur le pétrole, parce que il faut faire attention. Toutes les valeurs dites pétrolières ne sont pas corrélées de la même façon à l'évolution du pétrole. Oui, on parle bien des cours du pétrole, voilà, et pas des valeurs pétrolières. Absolument. Total, BP, Shell et voilà. Et si je devais donner un petit indice, moi personnellement, depuis que je suis les marchés, ce sont beaucoup plus les valeurs parapétrolières qui sont liées à l'évolution même du pétrole, si on regarde au cas par cas,
que les valeurs véritablement pétrolières. Si vous regardez le graphique, par exemple, de Total et le graphique du Brent, vous n'allez pas du tout avoir des graphiques similaires. Ouais. En revanche, c'est vrai que des valeurs comme Vallourec ou Technip FMC maintenant peuvent être un peu plus sensibilisées à l'évolution des cours du pétrole, comme CGG, Morel et Prom à un autre degré, oui. Donc haussier pétrole toujours, enfin quand même, ça reste pour la configuration. Pour l'instant, on n'a pas encore d'indication de retournement baissier violent et on pense encore être dans une phase de correction, oui, avec plutôt une vague de hausse à venir. Ok, mais très bien. Le pétrole là, qui reprend un petit peu de poil de la bête aujourd'hui, effectivement. On est autour de entre 74 et 75 $ pour le baril de Brent, sachant qu'on a marqué un plus haut cette année à 80 $ pour le Brent, qui est un des pétroles de référence, le pétrole de la mer du Nord, à comparer au WTI américain, par exemple, le brut léger américain, qui se traite autour des 69 $ cet après-midi. Merci beaucoup, Marc. Merci d'avoir été avec nous en plateau. Marc Daguerre, le PDG de DT Expert. Bientôt 16h, on marque une pause, on prend la direction de New York dans un instant. Les marchés américains bien orientés. Enfin, depuis ce matin, les marchés sont bien orientés. On a eu un gros rebond des places asiatiques et notamment des marchés chinois, suivi des marchés européens qui gagnent autour de 1% cet après-midi. Le CAC 40 refranchit allègrement la barre des 5500 points. Et Wall Street bien orienté. On est à 10-15 points d'un nouveau top historique, d'un nouveau sommet historique pour le S&P 500 à Wall Street. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel.